Bonjour donc à tous et à toutes. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique. En direct, vous pouvez suivre sur les trois fréquences 88.3, 93.6, 105.9 et sur Internet rfaradio.fr. Et puis sur Facebook en direct, émission reprise sur YouTube. Tous les dimanches, donc nous parlons de faits d'actualité internationale, situation de Martinique. Et pour la partie interactive, vous vous branchez sur les radios et sur Internet pour participer en téléphonant au 03 14 03. Alors aujourd'hui, les deux points d'actualité que j'ai retenus concernent l'un, la France, et l'autre, notre pays. En France, c'est deux commémorations dont nous allons parler. Et pour ce qui concerne la Martinique, c'est le procès intenté par le MIR contre l'État français pour les questions de réparation. Et puis en ce qui concerne la déconstruction, nous allons nous arrêter sur l'interprétation qui est faite de l'intervention des forces de répression au CHU de Martinique. Donc voilà pour le programme. Et nous commençons tout de suite avec les deux commémorations. Aujourd'hui, 17 octobre, nous commémorons un événement tragique qui s'est déroulé à Paris il y a 60 ans de cela. Donc, ce 17 octobre 1961, le Front de libération nationale algérien avait appelé les Algériens qui vivaient en France à manifester dans les villes pour soutenir la lutte qu'ils menaient sur le terrain contre la guerre coloniale meurtrière que les Français développaient dans le pays. Rappelons que nous sommes de l'ordre du million de morts, que c'est une guerre de torture, nous n'allons pas nous attarder dessus, mais c'est une guerre coloniale dans tout ce qu'elle a de criminel en son essence. Donc, le 17 octobre, des manifestations éclatent, et sous l'autorité d'un préfet de police qui était d'ailleurs un collaborateur, Maurice Papon, qui a eu son procès proposé après, développé plus tard, des forces de répression se sont jetées de façon barbare sur des manifestants qui étaient venus en famille, pacifiquement. Et alors, les chiffres officiels ont relevé 3 morts, mais tous les historiens qui ont fait des recherches sur l'affaire parlent de 100 à 200 morts, le chiffre le plus crédible étant celui qui avoisine les 200 morts. Ils ont noyé des gens, ils ont abattu des gens bestialement dans la capitale française. Alors c'était cet événement qui était commémoré hier par le gouvernement français sous l'autorité de Macron. Aujourd'hui, il y a des commémorations à l'initiative d'organisations algériennes, d'organisations des droits de l'homme, mais hier, il y a eu un simulacre de commémoration au cours duquel Macron essayait de contrebalancer les agressions insultantes contre le peuple algérien, qui l'isolait, qui ont entraîné des rétorsions diplomatiques venant du peuple algérien. Alors en allant déposer des fleurs et en faisant oui, il y a eu un crime impardonnable pour la République, il cite Papon pour dire que finalement c'est pas la France. Beaucoup d'Algériens et de familles de victimes n'ont pas accepté ce qui est une honte, puisqu'il s'agit d'une récupération politicienne pour essayer de faire contrepoids aux agressions qu'il avait faites contre la dignité du peuple algérien. Sauf qu'on a noté que quelque temps auparavant, il avait demandé pardon aux harkis. Les harkis, c'étaient les supplétifs de l'armée française qui, aux côtés des forces coloniales, tiraient sur leurs frères et sœurs algériens. Et puis, comme la guerre a été perdue par le pouvoir colonial, ils étaient rentrés en débandade en France et jamais leurs droits n'ont été reconnus par ceux qui les avaient utilisés et instrumentalisés. Eh bien, pour avoir l'électorat des harkis, M. Macron avait dit « Nous demandons pardon ». Sauf que pour les crimes de l'armée coloniale, pour le crime qu'il y a eu à Paris, il n'y a pas de demande de pardon. On dit oui, il y avait une répression inacceptable qui n'est pas digne de la République. Qui en sont les responsables? Quelles sont les indemnisations des victimes? Évidemment, tout cela n'a pas été abordé.
Alors, il est important de noter que les pressions populaires, les révélations qui sont faites quant à l'histoire criminelle du colonialisme poussent aujourd'hui des gouvernements de plus en plus à dire, admettre, parfois pardonner quand c'est utile électoralement, et qu'on ne peut plus cacher l'histoire. Et c'est partout qu'il y a ces contestations. En Belgique, par exemple, les descendants des Bétis qui avaient été kidnappés dans les familles africaines, quand ces colons-là allaient, ils engrossaient les indigènes, hein, et puis certains, quand je dis certains, c'est un nombre assez conséquent, il s'agit de centaines de personnes en Belgique, quand ils partaient avec leurs petits métis de leur pays. Kidnappés, c'est-à-dire sans consentement des parents, etc. Vous avez entendu tous ces temps-ci les scandales des indigènes qui étaient enterrés dans les pensionnats au Canada, les filles mères dont les enfants étaient enterrés en Irlande. Le caractère criminel du colonialisme, le caractère barbare de la civilisation occidentale qui est présentée comme le modèle à suivre et que toutes sortes d'aliénés essaient de copier, se révèle enfin. Alors, c'est important de comprendre que ça signifie que les mouvements populaires, que la culture populaire, que les revendications populaires sont à la base des pseudo-reconnaissances et de la présence de Macron dans la commémoration d'hier. Mais les peuples ne sont pas dupes. Il faut aller au-delà de ça pour comprendre que c'est le système. C'est cette civilisation, pas parce qu'elle est née en Europe et qu'il faille tout rejeter, a été instrumentalisée par les classes dominantes occidentales pour construire un roman idéalisé, pour exclure l'apport de toutes les civilisations et servir d'arme pour maintenir une domination. C'est ça, la civilisation occidentale aujourd'hui qui se donne le droit d'ingérence préventive, etc. On est dans un moment où ce château de cartes idéologique est en train de s'effondrer. Alors, l'autre élément de commémoration, c'est il y a 2 jours, concerne l'assassinat et la décapitation d'un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, en France. Dans les écoles, on a protesté, la République a été attaquée, l'idéal laïque, etc. Mais nous l'avions expliqué à l'époque. Le malade mental qui est instrumentalisé par des intégristes pour aller faire de tels crimes odieux, pour aller se faire éclater avec des bombes autour de lui, avec de la dynamite, c'est celui-là. Évidemment, il n'y a aucune compassion, aucune explication circonstance atténuante à développer. Cet acte terroriste-là doit être condamné sans aucune sorte d'hésitation. On ne peut pas ne pas compatir avec la douleur des familles, des victimes de ce professeur, de ses élèves touchés, etc. Mais ce qui est intolérable dans l'affaire, c'est que ce sont les responsables de cette situation et de cette dégradation morale qui viennent organiser des commémorations. Parce que les messieurs qui viennent parler de la République attaquée, du laïcisme attaqué, c'est leur classe dominante, leur gouvernement qui attise les possibilités que des intégristes manipulent des gens malades mentaux, troubles, instables, pour aller dans ce genre de dynamique suicidaire. La politique menée par ces Occidentaux pour bombarder des pays africains, des pays du Moyen-Orient, pour soutenir les crimes d'Israël, pour soutenir toutes sortes de dictatures, les armées, c'est ça qui ouvre le champ aux intégristes qui dévient, qui déforment la religion musulmane
pour endoctriner ces gens et leur dire, vous voyez le tableau, il n'y a pas de justice. Regardez le peuple palestinien. Il y a une seule chose à faire, c'est aller exploser les mécréants et puis couper la tête de ceux qui insultent notre prophète. Il faut bien comprendre que ceux qui organisent la commémoration sont, en dernière analyse, ceux qui permettent que le terrorisme se développe et se retourne contre le peuple de leur propre pays. Et donc c'est indécent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrorisme ne pourra réellement être combattu que lorsque les impérialistes seront défaits, lorsque la domination hégémonique des Occidentaux sera du passé, et que les peuples auront possibilité d'éduquer leurs enfants, leurs fils, de leur donner des moyens de s'épanouir pour qu'il n'y ait pas de dérèglements mentaux et pour qu'ils aient confiance en la vie. Je tenais à donner cela, d'autant plus que, avant de conclure, pour soutenir les multinationales qui contrôlent les nouvelles technologies, de tous ces pays-là, les législateurs acceptent, les gouvernements acceptent que les jeux vidéo, que les circuits de réseaux sociaux soient utilisés pour débiailer, pour déculturer les jeunes, la jeunesse. Il ne faut pas faire politique, il ne faut pas s'instruire, on tue les services publics d'éducation, mais chaque bébé a son jeu vidéo et vous connaissez les derniers jeux où on appelait à battre des enfants de 6e, où on appelle à faire des expériences qui débouchent sur des assassinats, ou récemment encore le dernier qui circule, qui n'est pas interdit, donne un challenge, il faut aller dévisser les boulons des pneus des voitures dans la rue. Alors, évidemment, qui provoque des accidents mortels. Voilà à quoi on réduit l'éducation des enfants. Alors, vous avez entendu aussi ce jeu qui fait fureur que nous avons ici en Martinique, que nos enfants ont, où il y a un challenge. On est tous là, et puis il y a une compétition. On n'a pas le droit d'être perdant. Ceux qui ne sont pas capables de gagner sont éliminés. On admet qu'ils soient ruinés, que leurs biens soient saisis. Donc, cela permet que la culture humaine soit vraiment dévastée et que tous les drames dont nous avons parlé puissent se développer. Donc, ça nous amène à parler du deuxième point d'actualité qui concerne la Martinique, le procès intenté par le Mouvement international des réparations contre l'État français. Alors, enfin, on va parler de la déconstruction. Là encore, on voit la tragédie que constitue l'aliénation. On a des descendants d'esclavagisés, de colonisés, de gens qui subissent des humiliations racistes, etc. Prendre la défense de l'État français. Le mal est fait, il ne faut pas demander d'argent. Il ne faut pas nous garder derrière, il faut, etc. Qui ne se rendent pas compte de l'importance du combat mené pour les réparations de tous les pays du monde, parce que ce combat-là, c'est une des bases pour changer l'organisation du monde. Le combat pour les réparations permet de démasquer tous les crimes commis et les conséquences de ces crimes-là qui se perpétuent. Les offensives juridiques sont absolument fondamentales parce que ça démasque les responsables, les criminels, parce que ça oblige à mettre les preuves historiques sur le tapis. Alors c'est vrai qu'ils vont faire du dilatoire. Dans le cas qui nous concerne, c'est depuis 2005 que le MIR a commencé. Mais toutes les juridictions françaises, Beth Bétier contre Bétier, cassent les procédures. Il a fallu que le MIR arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme pour que soit considérée recevable sa plainte. Et c'est ce qui s'est déroulé en Martinique, qui est historique. C'est la première fois que l'État français, en tant que tel, est attaqué par un mouvement de victimes, de descendants de victimes, et de victimes toujours, puisque les conséquences de ces crimes se perpétuent dans les rapports sociaux, dans les inégalités de vie. Hein. Donc, il a fallu tout ce temps pour qu'on arrive à la Commission européenne et l'État français,
dispose de sa juridiction qui va faire traîner les choses. Mais il faut le faire parce que c'est un mouvement international. Je le disais à l'instant, pour donner les preuves, rappeler les faits, déchirer le voile qui a été mis sur l'histoire et sur les consciences, mais en sachant que au bout du compte, la réparation ne viendra pas de ces gens-là. Lorsqu'en 2005, les premières opérations étaient faites, la première démarche a été faite par le MIR pour cette plainte. Dans une des conférences qui a été faite, nous faisions ressortir qu'il faut mener ce combat-là, mais que nous allons le gagner, c'est quand les criminels ne seront pas en mesure d'être jugés partis et quand ils ne seront pas là pour qu'ils puissent être indemnisés. Ça veut dire que lorsque les peuples les auront éradiqués avec leur système. Mais il faut mener la lutte. Et le MIR, dans ce domaine, joue un rôle d'avant-garde. Je veux dire à tous ceux qui prennent la défense des colonialistes, des impérialistes, pour maintenir le statut actuel et décrédibiliser les luttes pour les réparations, que ce mouvement-là est irréversible. Il est irréversible. Il a été notamment alimenté par des initiatives venant de la Martinique. Et nous devons être fiers. En Martinique, certains militants ont été des précurseurs dans le domaine de l'écologie. Le mouvement écologiste existait au niveau international, mais c'était surtout la défense de l'environnement. Et cette problématique n'était pas liée à l'écologie sociale. Ce sont les avancées venant de Martinique, notamment de la Sopamar, qui au début faisait ce travail-là sous la direction de Garcés Malsa, et d'autres, bien sûr. Le rôle de David Das a signalé beaucoup. C'est ce mouvement-là qui a contribué, il n'est pas tout seul, je dis contribué, avec l'action de militants écologistes de par le monde, à ramener ce combat-là sur le vrai terrain qui est celui des luttes de classe sociale, de l'organisation du système capitaliste. La Martinique a été un flambeau à ce niveau-là. J'aimerais bien savoir ce que disent aujourd'hui les gens qui avaient pris des communiqués pour traiter de vandales nos jeunes militants et militantes qui avaient renversé les statuts. Ah, il faut mettre un à côté de l'autre. Il faut laisser les colons et puis mettre un petit panneau explicatif. Que disent ces gens-là aujourd'hui quand partout dans le monde on déboulonne des statuts et que les gouvernements déboulonnent les statuts? Au Mexique, on a remplacé Christophe Colomb par une résistante disons autochtone. Mais partout aujourd'hui, la semaine dernière, il y a des manifestations dans tous les pays d'Amérique centrale et du Sud où il y a des descendants d'autochtones, les premiers occupants, pour exiger que leurs droits soient respectés, pour démentir. Ils ont choisi un jour qui était célébré pour l'arrivée de Christophe Colomb dans la zone. Eh bien, non, ce jour-là devient le jour de la résistance. Ça a été fait partout. Et partout, on déboulonne. Et partout, on dit non, non, on ne laisse pas ça là avec un petit panneau pour nous donner bonne conscience. Et puis on met un autre résistant à côté. On déboulonne les symboles du colonialisme, de l'impérialisme, tout comme on a déboulonné les symboles du nazisme en France. Alors, la Martinique a joué un rôle précurseur à ce niveau-là aussi. Mais quand nous disons ça, il faut comprendre que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fait que l'histoire de la Caraïbe, qui est une histoire de révolution, qui est une histoire où les crimes les plus horribles ont été perpétués et les résistances les plus glorieuses ont été menées, les peuples ont gardé leur humanité et ont su intégrer des apports positifs des civilisations précoloniales, qu'elles soient africaines, du continent américain et même européennes. Notre Caraïbe est devenu un creuset qui
s'inspire des grandes leçons philosophiques, j'allais dire religieuses, et de certains points de vue, d'organisation économique et sociale des systèmes précoloniaux. Donc c'est à nous de tenir le flambeau et de continuer à exiger les réparations aux côtés du MIR. Procédure judiciaire, soutenons, dénonçons, mais combat aux côtés de nos frères d'Afrique pour exiger que les voyous, que les criminels, que les agresseurs qui ont pris leurs biens dans les musées, qui ont pris leurs dieux, qui ont pris parfois des corps humains, des têtes pour mettre dans leurs musées en Europe, qu'ils rendent sans condition aux pays concernés tout ce qui est dans les musées occidentaux. C'est une forme de racisme qui consiste chez ces gens-là, gouvernement français et autres. Oui, on est d'accord sur le principe. On va vous remettre, on va vous prêter, mais en échange, vous allez nous permettre d'exposer chez nous. Et puis, non, de toute façon, nous ne vous donnons pas tout de suite parce que vous n'avez pas les moyens technologiques d'assurer la bonne conservation de ces produits. Racistes. Quand vous vendez des sous-marins, des avions à vos dictateurs amis, vous ne dites pas, vous n'avez pas les moyens, vous formez des gens, vous envoyez des techniciens. Et c'est un devoir de réparation, vous devez rendre sans condition. La lutte pour la restitution des biens est une partie de cette réparation. La lutte pour que les multinationales qui pillent les richesses et puis qui décident on va donner tel pourcentage, ça fait partie des réparations. La réparation, c'est la reconquête par les pays concernés de leurs ressources naturelles et tout ce combat-là accompagne ou du moins alimente le combat mené par le MIR pour les réparations. Donc, gloire à ces militants qui mènent le combat sur ce front-là et qui ont obtenu que l'État français soit poursuivi en Martinique. Et nous ne nous faisons pas d'illusions sur le résultat, mais c'est un pas vers la lutte pour les réparations. Alors, on va respirer quelques minutes avant de parler déconstruction. Voilà, on continue. Alors, nous partons d'un fait d'actualité qui a résonné dans les médias français. La lutte qui est menée par les personnels de santé contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Alors, la date où cela devait entrer en fonction, évidemment, a été retenue par les centrales syndicales pour aller manifester devant leur lieu de travail pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous voulons soigner les gens, nous refusons vos dictats. La réponse du préfet colonial qui est en Martinique, c'est d'envoyer des forces de l'ordre devant un centre universitaire hospitalier universitaire. En quoi il y a danger terroriste, danger de dégradation quand le personnel va devant son lieu de travail pour dire je refuse, je veux aller soigner des malades. Et en quel danger fait que ces gens-là envoient des policiers à la limite pour respecter le droit français? Ils auraient pu envoyer des huissiers pour constater que telle personne refuse de donner le pass sanitaire, mais ce n'est pas un cas pour envoyer des forces de répression. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, nous avons lu sur cette antenne une circulaire envoyée par le ministre de l'Intérieur qui disait « Je fais rentrer des forces de répression avec l'objectif d'empêcher que des mouvements de protestation ne gênent notre politique de vaccination générale. » Ça veut dire qu'il y a un crime colonial avec préméditation. J'envoie des gens pour empêcher
à des êtres humains de défendre leurs droits. Ça nous rappelle ce que nous disions tout à l'heure concernant le colonialisme français. Eh bien, ces gens-là trouvent des personnels qui interviennent, qui disent non, vous défendez nos droits, et ils créent un incident. Ça veut dire que deux personnels de la santé sur leur lieu de travail passent dans un couloir. Ils ne vont pas de leur poste, ils ne vont pas. Ils traversent pour aller récupérer leur véhicule. Des forces de l'ordre leur donnent un croche-patte et sautent sur eux pour les arrêter. Ont-ils injurié? Non. Ont-ils refusé d'exécuter un ordre, monsieur, de passer par? Non. Il y a une agression pour provoquer un incident, et nous l'avons déjà dit, que la stratégie choisie par le gouvernement français, c'est de provoquer systématiquement des incidents pour montrer que, soi-disant, il y a violence, arrêter 2 ou 3 personnes et mettre le peuple martiniquais dans une dynamique de protestation devant un palais de justice. Quand des jeunes militants allaient devant des centres commerciaux possédés par les responsables du crime d'empoisonnement en Martinique, ils étaient là, sans roche, avec tambour joué. Les forces de l'ordre systématiquement agressent pour qu'il y ait réaction, attraper 2 et on rentre dans un cycle où on ne lutte plus pour les causes, on ne parle plus des causes fondamentales. On se demande si on a le droit de réagir, est-ce que les jeunes, et puis des débiélés comme profitent pour attaquer le drapeau rouge vers le nord martiniquais à des activistes RVN, etc. C'est une stratégie coloniale qui a été appliquée au CHU. Alors, on entend des médias rendre compte de ça, notamment en France, en disant des indépendantistes, des antipasses occupaient l'hôpital et que les forces de police ont dû aller les dégager pour permettre l'accès aux soins. C'est de la désinformation pure et simple. Je suis témoin personnellement, mais il y a des centaines de témoins. Le personnel était empêché d'entrer pour assumer ses fonctions. Des patients qui avaient rendez-vous, qui venaient avec leur radio homme, etc., étaient empêchés d'entrer, ne pouvant pas aller subir des examens nécessaires à la santé parce qu'ils n'avaient pas de passe. Donc c'est l'État français, c'est le directeur de l'hôpital, c'est l'ARS qui prenait l'hôpital en otage, qui occupait l'hôpital pour empêcher aux gens d'aller soigner des malades. Et même sur le service public qui a rendu compte des incidents, j'ai suivi les informations, j'étais estomaqué. On dit oui, il y a eu des violences, oui, au moment où les gendarmes essayaient de débarrer l'entrée, etc. Et puis, en fin d'information dit, quelques heures avant, 2 militants avaient été arrêtés et les gens protestaient. Mais quand on a dit ça, on a laissé croire aux téléspectateurs, aux auditeurs, qu'il y a eu des incidents, que les gendarmes sont venus à enlever des barrages, donc c'est les gens qui barraient, et puis accessoirement on glisse que 2 personnes avaient arrêté. Pourquoi il y a eu des barrages? Pourquoi il y a eu des protestations? C'est parce que d'abord, les gendarmes ont arrêté illégitimement, illégalement, 2 personnels de la santé, et la solidarité doit jouer. On a dit non, on n'est pas capable de pays. Donc, on inverse la cause et la conséquence pour entretenir l'idée que c'est des personnels de la santé qui sont responsables des incidents. Donc, quand on parle de la façon d'interpréter l'intervention des forces de l'ordre, on voit que c'est une lutte idéologique qui fait partie de la guerre de l'information menée par les colonialistes pour instaurer leur dictature et faire porter le chapeau à ceux qui refusent d'être instrumentalisés. Et là, encore une fois, on a des aliénés. On a des gens de mauvaise foi parfois qui disent « Ah oui, c'est le personnel qui
ne voulaient pas appliquer la loi. Et alors, donc, c'est normal que les forces de l'ordre, que le CHU fasse appliquer la loi. La loi est valable pour tout le monde. Alors, c'est la loi. Comment peut-on se permettre dans une colonie de dire que parce que le gouvernement français a fait voter une loi avec une majorité macronienne, qu'on doit se plier et l'accepter? Aux aliénés qui défendent le principe du respect de la loi, nous devons rappeler que la loi en Martinique dans notre pays, c'était qu'on avait le droit de vendre des nègres, des négresses en même temps que des mulets. Et que dans les marchés martiniquais, il y avait vendredi à 24 nègres, 5 mulets et 3 hommes. C'était la loi. Alors si vous viviez à cette époque-là, vous auriez dit aux rebelles, mais vous avez respecté la loi. Mais c'est de l'aliénation, c'est je ne veux pas dire de l'idiotie. Mais quand on entend des gens intellectuels qui ont des diplômes venir dire c'est la loi qu'il faut respecter, il faut leur dire, et regardez-vous dans une glace et puis est-ce que vous avez honte, oui ou non? La loi en Martinique, ça a toujours dépendu du bon vouloir du pouvoir colonial. Toutes les lois progressistes sans exception qui ont été votées en France, il fallait un décret d'application pour la Martinique, et si le décret n'était pas pris, c'était pas appliqué. Quand il y avait le SMIC en France, le SMIC était inférieur en Martinique et il y avait le SMAG des ouvriers agricoles. C'est pour cela qu'en 1974, les ouvriers agricoles ont fait une grève demandant entre autres l'interdiction des produits et des poisons de l'agriculture. Les Français ont tué des gens pour ça. Alors, SMIC, bon en France, SMIC mauvais en Martinique, respectez la loi, etc., etc. Nous avons donné l'exemple. Quand on a voté l'aide pour les familles, pour les cantines, on donnait aux parents de l'argent pour faire dans la cantine. En Martinique, c'est pas ça. Hein? La femme martiniquaise n'est pas assez adulte pour recevoir de l'argent comme la femme française. On a créé le FASO, et puis le FASO a l'argent qui devait aller aux familles, et puis c'est lui qui gère, qui fait, on va faire ci, on va améliorer cela. On est dans ce cycle-là de loi coloniale. Alors, messieurs là qui disent il faut appliquer la loi, que dites-vous de la disposition légale votée par les Français qui disait le chlordécone est interdit en France, mais les malheureuses martiniquaises peuvent aller, pas peuvent, sont obligés d'aller le semer à main nue sur l'ordre de la casse-béquille. C'était la loi, c'est bon. Cet argument du respect de la loi ne sert que soit des assimilés, aliénés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, soit des gens profondément malhonnêtes qui ne veulent pas poser le problème de la domination coloniale, de la nécessité que les Martiniquais résolvent leurs problèmes eux-mêmes, et donc, nul n'est non avenu. Les gens qui sont intelligents, il y en a qui se trompent. Il y a des militants nationalistes qui ont fait des choses pour leur pays, et puis qui appellent vacciner, vacciner. Ceux qui sont contre ça sont des criminels. Il y a des gens qui sont morts, des gens pour lesquels on avait beaucoup de respect. Ces gens-là n'ont pas assez d'intelligence pour dire, mais l'État français défend notre santé aujourd'hui. L'État français, c'est lui qui nous donne la bonne solution, le vaccin puissant. Il y a des travaux de scientifiques de haut niveau, d'institutions, qui disent attention à ce vaccin-là. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, s'est opposée à la distribution de la 3e dose en disant que c'est une affaire de profit qui est là. L'OMS, quel média vous en a parlé? Il faut la 3e dose. Des savants ont expliqué que le nouveau vaccin qui est expérimenté ne prémunit pas l'organisme longtemps. Et on rentre dans un cycle de dépendance vaccinale sans garantie sur les effets futurs. Ça, c'est de la science, ce n'est pas des fake news. C'est la réalité. Alors, messieurs les militants, messieurs les organisations qui ont des vaccinés, vous ne
prenez pas ça en compte. Le gouvernement dit que c'est la seule solution. Donc, si des Martiniquais s'opposent, c'est parce qu'ils sont inconscients, parce qu'ils sont adeptes du vaudou, ou etc. Comme, mon point de vue, c'est qu'il y a des gens honnêtes qui se sont laissés influencer par la campagne anxiogène faite par le gouvernement français. La manipulation des chiffres sur le nombre de morts, la cause des mortalités, et ces gens-là ont réagi émotionnellement en disant cela. Mais il faut quand même, si on est honnête, si on défend son peuple, il faut avoir le courage de réfléchir, est-ce qu'on ne s'est pas emballé? Est-ce que finalement, nous n'avons pas servi l'échalote par le bignon de supplétif à la propagande? Parce qu'il s'agit bien d'une propagande, et il faut bien comprendre, nous l'avons déjà dit, mais il est important de le répéter pour tous et toutes qui écoutent. Le gouvernement français, comme tous les gouvernements occidentaux, ont pris prétexte de la pandémie pour accélérer un mouvement de fascisation de la société. Cela avait commencé avec la lutte contre le terrorisme. Il y a eu 2 actes terroristes, regrettables, sanglants, tout ça. Notre affaire est faite. On vote des lois pour que n'importe quel citoyen soit contrôlé. Courrier ouvert, on peut rentrer chez lui, on peut pister son portable. Il n'y a plus de liberté du citoyen parce qu'on recherche des terroristes. Ce qui n'empêche pas aux terroristes d'agir. Après, on a mis des lois dictatoriales concernant le code du travail. Avant la pandémie, M. Macron décide avec sa majorité que les délinquants qui sont poursuivis, patron, je parle capitaliste, qui sont poursuivis au prud'homme, on plafonne les indemnités que les salariés pourront demander. Ah oui, parce que ça va leur faire perdre de la compétitivité. C'est une attaque scélérate, mafieuse contre le droit du travail. Et dans beaucoup d'autres domaines sur les libéralités qui sont données aux grands capitalistes. Et puis, on est arrivé avec ce Covid salvateur du capitalisme. Tout ce qu'on a besoin de faire comme loi fasciste, on va dire que c'est pour protéger la santé. En quoi le confinement protège la santé des gens si il n'y a pas une organisation pour s'inquiéter de la santé mentale et des moyens de vie économique, de nourriture des gens qu'on oblige à rester confinés. En quoi la désignation de commerce non essentiel qui prive un petit coiffeur, un petit restaurateur, un petit boutiquier de ses moyens de vie, en quoi ça lutte contre le Covid? Est-ce que la seule solution ne serait pas d'assurer des mesures d'hygiène? Quand dans le même temps, on peut aller au supermarché. Quand en même temps, on peut aller acheter des smartphones, des ceci, des cela, c'est essentiel. Donc, il y a une instrumentalisation de la crise et tellement la chose est grave et criminelle qu'on empêche aux gens de se soigner. Pour pouvoir dire qu'il y a eu 500 morts du Covid, donc tout le monde prend un vaccin de force. Répétons-le, répétons-le, répétons-le. La majorité des gens qui sont morts du Covid sont morts parce qu'ils n'ont pas été soignés. Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ils sont morts parce qu'on leur a dit, prenez un Doliprane, attendez, et puis venez aux urgences. Et puis aux urgences, il y a 20 lits dans une colonie. Et on les met dans des couloirs. Et puis, vous avez déjà trop de comorbidité, donc on débranche pour pouvoir donner priorité aux jeunes. Ce sont des vérités, ce ne sont pas des fake news. Vérifiables. Ce sont des mensonges de dire que seuls les non-vaccinés meurent. Les chiffres sont truqués. Beaucoup de gens qui ont été adeptes de la vaccination sont morts après avoir reçu le vaccin. Si ces gens-là n'avaient pas un plan machiavélique de l'information,
informations auraient été données par des journalistes et objectifs. Attention ceci, attention cela. Non, on profite de cela pour saboter le code du travail, le pass sanitaire dans les services hospitaliers. C'est principalement l'objectif de cette affaire-là. Parce que les infirmiers, les infirmières, les radiologistes sont formés. Ils sont formés pour ne pas permettre les contaminations, pour lutter contre les maladies nosocomiales. Ce sont des gens qui sont formés. Et au pire moment de la catastrophe, c'est eux qui savaient comment prendre un sac poubelle quand l'État ne leur donnait pas les moyens de se protéger. Ils sont formés pour cela. Donc, il y a instrumentalisation pour pouvoir saboter le droit du travail et préparer le génocide par substitution. Parce que l'État français sait que le peuple martiniquais est sur la route de l'émancipation et qu'il prend du plomb en Afrique et ailleurs. Donc il s'accroche. Et il a entrepris une logique d'installation de colons, de nouveaux colons. Quand on aura licencié tous ces personnels de santé qui refusent de se faire vacciner, de se faire injecter, on fera appel à qui? Il y a déjà des offres d'emploi qui circulent. Donc, il y a cette stratégie du gouvernement français. Et pour pouvoir la faire adopter, il y a bien entendu la propagande qui est faite. Mais il y a également la censure. Nous avons déjà expliqué que au niveau international, YouTube, Facebook censure tous les comptes, y compris de professeurs reconnus, qui contre-argumentent sur la question du vaccin. Censure. Mais il y a la censure des médias qui ne disent pas, comme je l'indiquais tout à l'heure, les informations contradictoires. Est-ce que vous avez entendu un débat organisé sur le fait que 5 pays européens ont dit on arrête Moderna, stop! Pas question de donner Moderna au moins de 30 ans. Parce qu'il est établi que cela entraîne des inflammations du myocarde. Il y a des gens qui disent qu'il y a une erreur scientifique sur la façon de lutter contre le Covid. Parce que ça attaque principalement le poumon, comme d'autres maladies qu'on maîtrise déjà sur cette affaire-là. Eh bien, non, on n'en parle pas. Parce que si on dit dans les médias ce qui se passe dans les pays qui ont déjà l'expérience de la vaccination massive, comme en Israël, où on est à la 4e dose, et des gens qui disent attention, arrêtez, eh il faudra expliquer aux gens pourquoi on veut imposer la vaccination obligatoire. Donc, il y a censure, il y a manipulation de l'information. Et comme j'ai parlé de la maladie qui attaque principalement le poumon, j'ai relevé une information qui mérite que nous en parlions. Vous savez que la tuberculose, c'est une maladie qui a fait ravage dans le passé et puis qui avait disparu. Eh bien, vous savez que la tuberculose est en pleine expansion maintenant. Et que cette maladie touche, comme le Covid, essentiellement le poumon. Cette année, il y a eu 4 100 000 personnes qui ont été atteintes par la tuberculose et 1 500 000 qui en sont morts. Tuberculose. La science a progressé, nous avons cherché à Hélène, mais ça revient, ça attaque le poumon et en gros. En 2019, c'était 2 100 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 4 100 000. Et l'Organisation mondiale de la santé dit que nous allons vers une explosion. Les chiffres vont augmenter de façon drastique. Pourquoi? Parce que cette maladie-là est liée aux conditions de vie. Mais surtout, parce que l'offre de soins préventifs a diminué de 21% entre 2020 et 2021. L'offre de soins préventifs. On revient à ce qui se passait dans les mouroirs à Covid. Il n'y a pas qu'à soigner,
on réduit les budgets de soins préventifs, on diminue les lits, donc statistiquement, il n'y aura plus de morts. Mais ce n'est pas dû au fait de la maladie elle-même, c'est du fait de l'absence de soins, c'est du fait des restrictions budgétaires sur les politiques de santé. Alors, ça nous amène à parler de la nécessité de déconstruire des arguments qui sont développés par les collaborateurs, des collabos, c'est ça en fait dans cette guerre qui se passe. Mais actuellement, les complices qui disent, écoutez bien, je me suis fait vacciner. Donc je ne veux pas qu'on dépense pour des gens qui refusent de se faire vacciner. On entend beaucoup de gens, dont des intellectuels, dont des présidents d'associations. Pas pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance scientifique. Je ne veux pas qu'on dépense pour des gens qui refusent, des mauvais citoyens qui refusent de se faire vacciner. Un vaccin qui n'empêche pas d'être malade, un vaccin qui n'empêche pas de transmettre la maladie. Comme je me suis fait vacciner, parce que j'ai besoin d'aller au restaurant, j'ai besoin d'aller au cinéma, j'ai besoin de voyager. Alors il ne faut pas que ces gens-là, parce que l'État refuse d'alléger les mesures à cause de gens qui se font vacciner, il faut punir ces gens-là. Des gens qui disent, il ne faut pas que la sécurité sociale rembourse des tests les gens n'ont qu'à se faire vacciner, sans garantie, avec risque à la clé. Mais enfin, dans tous les pays civilisés, le dépistage a été orchestré par les gouvernements systématiquement pour suivre la maladie dans quel secteur, sans sauter de maison, pour voir où il y a des clusters, etc. C'est un moyen de lutte. Alors quand on dit « je ne rembourse pas », désormais, vous voulez aller vous tester, 40 euros, 20 euros, etc. Comment vous allez suivre l'évolution de la maladie? Et puis vous prétendez lutter contre le Covid? Alors, mon nom qui n'a pas ni l'argent ne peut pas dépister, celui qui a de l'argent peut se dépister. C'est de la barbarie, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la gestion de la crise sanitaire. Et donc, quand quelqu'un, un Martiniquais, dit punissez, ne remboursez pas parce que je suis vacciné, alors qu'il connaît les limites. Il y a notre fameux proverbe, les bœufs parlent en bois, les parlementaires en bois, et qui a dit qu'on est trop grand. Ça veut dire qu'on cherche des prétextes pour se masquer la vérité, pour faire la politique de l'autruche et pour choisir des positions de collabos. Et quand on pense que des militants développent ces thèses-là, non. Il faut bien comprendre qu'il y a une politique de fascisation, il y a une politique de déstructuration sociale, et que maintenant, il faut dire comment on va résister. Premièrement, refuser d'être vacciné par la force. C'est contraire aux lois internationales qu'on reçoive des produits expérimentaux sans un avis éclairé et sans consentement. Alors, ils font leur pression là, mais le moment où il faudra payer viendra. Il y aura des procès. Il y a déjà des présidents dans certains pays qui sont poursuivis pour mauvaise gestion de la crise. Je pense au Bolsonaro et même en Grande-Bretagne, il y a des procès qui sont faits. Mais il faut comprendre que nous aurons un combat judiciaire à mener. Personnel de la santé, vous pouvez accepter les sacrifices. Parce que tôt ou tard, l'État sera obligé d'indemniser ces gens qui n'ont pas rémunérés, qu'ils ont empêché de faire. Ils seront obligés. Les procédures judiciaires vont commencer. Les procédures judiciaires. Alors, préparons-nous à la contre-offensive judiciaire. Nous n'aurons pas raison tout de suite, mais ils vont payer. Vous m'avez empêché d'enterrer mon mort dignement parce qu'il est soi-disant décédé du Covid. Vous avez entendu sur une radio une dame dire « Mon frère est mort après une opération ratée de la jambe, il n'avait pas le Covid. » Quand nous allons prendre le corps pour l'enterrer, on nous dit « Ah non, vous ne pouvez pas parce qu'il a le Covid. » J'ai dû aller prendre un certificat du médecin qui l'a opéré pour qu'on me permette de récupérer le corps. Parce qu'il y a de la manipulation à tous les niveaux. Mais même si la personne était morte du Covid, dans l'état actuel de la science et des technologies,
On ne peut pas mettre le corps du défunt dans un environnement, dans un contenant décontaminé. On refuse de donner des corps des défunts et que la famille fasse leur deuil dignement. C'est la barbarie la plus horrible. Le culte des morts, c'est l'une des choses qui a fondé la naissance des civilisations humaines. Le culte des morts. S'attaquer au rite funéraire d'une société, c'est une barbarie anti-civilisationnelle. Les gens devront être poursuivis pour ça parce qu'ils pouvaient prendre des mesures de sécurité pour décontaminer, pour que l'enterrement se fasse dignement. Préparons la contre-offensive. Tous ceux qui ont été dans ce cas-là, prenez des dossiers, préparez des procédures, des témoignages pour le moment venu attaquer ces criminels-là qui sacrifient tout dans la société sur la base d'intérêt. Et je veux dire également à ce niveau que ne nous divisons pas. Il y a des gens qui sont obligés de se faire vacciner, la mort dans l'âme, d'aller prendre leur travail et le pass sanitaire, la mort dans l'âme, parce qu'ils ont des dettes, parce qu'ils ont des enfants, parce que la pression est trop forte. Notre plus grande erreur serait de criminaliser ces gens-là. Ce sont des gens qui résistent d'une certaine façon aux difficultés de la vie et à la nécessité, qui se sacrifient pour leurs enfants. Des victimes. Et ce sont aussi des victimes. Même de la propagande et des caractères anxiogènes qu'on a développés. Au contraire, disons-leur, maman, j'ai fait ça, mais en temps, les révoltés marrons, t'es cagoumé, c'est mon andi d'habitation, t'es qu'un déo. Profitez de votre poste pour rentrer en contact avec les patients, demandez, incitez-leur à apporter des témoignages, regardez tout ce qui ne va pas, toutes les irrégularités, tous les aidants qui sont assis à ne rien faire, informez les syndicats à l'extérieur, et clandestinement ou pas, suivant votre force. Mais préparez ça parce que le moment de l'offensive juridique va venir. Ces gens-là savent que leur politique est criminelle. Ces gens-là savent que quand on téléphone à un maire pour lui dire de ne pas faire un jardin de vente, un marché de vente médicinale, c'est criminel. Des plantes médicinales qui ont sauvé l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années, parce que vous voulez poser un vaccin comme seule solution, vous interdisez de vendre des plantes médicinales. D'ailleurs, la politique coloniale, depuis quelques dizaines d'années, consiste à aller recenser les plantes médicinales pour en extraire les principes actifs dans les laboratoires, faire des cachets, et puis arrachez-moi ça, interdire la culture des plantes médicinales, soi-disant parce qu'on ne sait pas les doser, etc. Tout ça, c'est du suprématisme à lutter. Alors, concernant les vaccins, je tiens à parler d'un argument qui a été sorti par quelqu'un. Et Cuba a fait vaccin aussi. Chers auditeurs, chères auditrices, ceux qui suivent sur Facebook, ni vaccin, et puis vaccin, et puis injection. La technique traditionnelle du vaccin consiste à tuer le virus, à l'affaiblir tellement qu'il n'a aucune possibilité d'action, et à l'injecter. Le corps qui est capable de se défendre envoie des anticorps et qui restent dans le sang. Parce que là, c'est un tout faible qui vient, un petit ennemi tout faible qui vient, il réagit. Mais pourquoi réagit-il? C'est parce qu'il est habitué à réagir aux agressions. C'est notre fonctionnement. Et ce sera d'autant mieux réalisé qu'on a une bonne nourriture, qu'on n'est pas obèse, etc. Donc un vaccin comme ça se comprend. Et des scientifiques disaient de plus en plus, oui d'accord, mais il ne faut pas multiplier les vaccins à toutes sauces pour que le corps perde l'habitude
de réagir. Il faut contrôler ça. On a déjà pris l'exemple des terres qu'on fertilise, sur lesquelles on utilise des pesticides et qui deviennent stériles. Mais ça, c'est un aspect secondaire. Donc, ces vaccins-là, c'est sur cette base-là que les vaccins cubains ont été conçus. Donc, il n'y a pas les mêmes dangers que les piqûres qu'ils veulent nous faire. Ce sont des techniques maîtrisées et qui sont faites par un État politique où la santé, c'est une priorité, où il y a des chercheurs qui, toute l'année, travaillent sur cette affaire-là. Ils sont presque arrivés à trouver un vaccin contre le sida. Mais justement, ils ne le généralisent pas parce qu'ils sont prudents. Lorsqu'ils mettent un vaccin dehors, c'est qu'il a fait ses preuves. 92%. Mais sans les effets de thrombose et autres, qui sont répertoriés avec leur nouvelle vaccination. Et puis, à Cuba, il y a des médecins, des infirmiers dans chaque quartier qui font le suivi personnalisé de chaque personne, qui savent à quel moment il faut donner, comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune comparaison possible avec un vaccin expérimental qui a une technologie qui a pu faire des progrès contre le tétanos, mais qui n'est pas encore définitive. Et donc, on ne peut pas nous imposer sans un recul suffisant. C'est deux choses différentes. Alors, à ces messieurs-là qui, encore une fois, profitent pour critiquer Cuba, je leur dis pas confondre beaucoup les abricots. C'est deux choses différentes. C'est un système qui n'est pas dépendant des multinationales, qui ne fabrique pas de médicaments parce que ça donne de l'argent, puis qui interrompt la fabrication de médicaments indispensables parce qu'il n'y a pas assez de public pour vendre. C'est deux différences, Cuba et puis la Big Pharma. Imaginez que l'un des prétextes pris par le gouvernement français, c'est le test de confort. Test de confort. Alors déjà, pour faire aux gens comprendre, ce n'est pas nécessaire. Test de confort. Ils ont supprimé des dizaines de médicaments indispensables à des gens souffrant de maladies cardiaques en les classant dans des listes médicaments de confort. Toujours pour servir les multinationales. Comme la multinationale ne peut pas fournir et puis que la sécurité sociale, ils fournissent à des taux très élevés que la sécurité sociale ne pourra pas rembourser, alors on enlève ça et puis on met médicaments de confort. On est dans un monde de barbarie et il faut comprendre que, on a parlé de lutte juridique tout à l'heure, qu'il faut préparer, mais il faut aussi préparer le système alternatif, de notre façon de manger, de notre façon de nous soigner, dans l'échange de connaissances, notamment la transmission avec les anciens. Il nous faut travailler. Je ne veux pas laisser Cuba se dire que il y a là, cette semaine, des possibilités qui sont offertes pour que Cuba livre ses vaccins sûrs aux Antilles. À toutes les Antilles, y compris les Antilles françaises. Les commerces sont une piste de lutte qui pourrait être suggérée au syndicat, c'est de dire oui, j'accepte de me vacciner, à une condition, le vaccin cubain, qui est un vaccin dont je ne me méfie pas, parce qu'il a une technologie avérée. Si le gouvernement français refuse de donner le droit aux gens qui l'obligent à prendre leurs piqûres, le droit d'être vacciné par ce vaccin-là, on aura compris qu'est-ce qui se cache derrière son opération. Alors, battons-nous pour avoir le choix. Il faut avoir le choix entre tes clients. On doit acheter le Peugeot, on ne va pas m'obliger à acheter une Peugeot. J'ai le droit d'acheter une voiture. Vous ne pouvez pas dire, moi, c'est Peugeot m'a obligé à acheter. Donnez-nous la possibilité, puisque nous ne sommes pas encore indépendants, on est obligé de passer par vous. Reconnaissez qu'on a le droit d'accéder aux vaccins alternatifs. Il y a des échanges dans la Caraïbe. Voilà un axe de lutte qui va nous révéler que ces gens-là, ce sont des criminels. Alors, on va terminer en disant que là, nous sommes dans une lutte contre l'obligation vaccinale et le pass, mais que ces points-là, ce sont des aspects d'une bataille générale. On ne pourra pas gagner